Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette 7e édition d'Eleneo Academy. Je vous rappelle la formule. Nous organisons un séminaire d'une demi-heure tous les mois avec un exposé d'une vingtaine de minutes suivi de questions et de réponses. L'objectif, c'est de partager avec vous de la connaissance et des expériences sur l'énergie et la transition énergétique. Nous nous adressons à des professionnels, qu'ils soient acheteurs d'énergie ou qu'ils travaillent chez les fournisseurs d'énergie à des fonctions de pricing ou de gestion de portefeuille. Et le défi, vous l'avez compris, c'est d'identifier de bons sujets et pour chacun de ces sujets, de trouver le bon compromis, clarté, exhaustivité, technicité. Alors, nous avons choisi de parler aujourd'hui de stratégie de couverture et de la manière dont certains indicateurs techniques permettent d'aider à la mise en œuvre de ces stratégies. On a choisi ce sujet pour deux raisons qui sont au fond très simples. La première, c'est que nous pensons qu'il faut impérativement avoir une stratégie de couverture dans un contexte où les marchés sont imprévisibles et difficiles à comprendre et à décrypter. Ensuite, parce qu'il faut des indicateurs pour mettre en œuvre une stratégie et que le choix de tel ou tel indicateur est crucial pour l'exécution de la stratégie choisie. Une stratégie de couverture, c'est quoi? C'est techniquement un ensemble d'actions relatives à des contrats de fourniture d'énergie permettant de passer de prix flottant à prix fixe, en tout ou partie. Alors, comme toute stratégie, une stratégie de couverture n'a de sens qu'au regard de l'objectif que l'on se fixe ou que l'on vous fixe. Et l'objectif que l'on assigne à une stratégie de couverture est généralement un compromis entre performance, la performance ici, ce sera d'acheter au meilleur prix, et risques encourus, c'est-à-dire les risques auxquels on s'expose pour atteindre la performance souhaitée. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginons que je me fixe comme objectif, quand le prix du gaz est à 40 €, de ne couvrir ma position que si le prix de marché descend en dessous de 35 € par mégawattheure. La performance attendue, c'est de ne pas payer mon gaz plus que 35 €. Et le risque encouru, c'est quoi? C'est qu'au moment où j'adopte cette stratégie, je ne suis pas sûr que le prix de marché baisse de 40 à 35 €. Et que si par malheur le marché monte, je suis susceptible de perdre beaucoup d'argent. Si on regarde parmi nos clients ce que font les entreprises, on constate qu'en fonction de leur secteur d'activité, en fonction du poids de l'énergie dans leur compte d'exploitation, en fonction de leur culture financière, elles optent pour des stratégies qui sont assez différentes les unes des autres. Certaines entreprises cherchent à défendre un budget, quand d'autres entreprises cherchent à rester proches du marché, c'est-à-dire à acheter à un prix qui ne soit pas trop décorrélé des prix de marché au moment de la livraison. C'est ce qu'on a cherché à illustrer avec le schéma à droite de l'écran. Donc, en haut à gauche, prix fixe, on trouve des entreprises qui fixent leur prix longtemps à l'avance et qui, d'une certaine façon, établissent leur budget sur la base du prix fixé. Ces entreprises, elles acceptent que leur prix d'achat soit éventuellement très éloigné des prix de marché au moment de la livraison. Et en bas à droite, on va trouver des entreprises qui restent exposées au prix spot en totalité. Ces entreprises, elles prennent le risque de ne pas connaître à l'avance le prix d'achat de leur énergie et par conséquent de ne pas respecter le budget qu'elles ont arrêté. Et enfin, au milieu, on trouve des entreprises qui adoptent des stratégies mixtes où l'on couvre le prix d'achat en plusieurs fois sur la base d'opportunités de marché ou sur la base d'un échéancier d'achat défini à l'avance.
Nous allons revenir quelques instants, si vous le voulez bien, sur les indicateurs en analyse technique, en nous concentrant sur trois catégories d'indicateurs. La première catégorie, en haut à gauche, ce sont ce que l'on appelle les indicateurs de tendance. Ces indicateurs permettent de caractériser la tendance du marché, en sachant qu'il y a deux tendances possibles, hein, la hausse ou la baisse. Alors, les moyennes mobiles sont l'indicateur de tendance par excellence. Ce sont des indicateurs qui sont performants, mais il y a tout de même un problème, c'est que les indicateurs de tendance ne sont pas capables d'indiquer si la tendance du moment va s'inverser. On a une deuxième famille d'indicateurs qui sont les indicateurs de momentum. Ces indicateurs mesurent la vigueur de la tendance. Ils permettent de voir si une tendance se renforce ou si au contraire elle s'affaiblit. Le problème avec ces indicateurs, c'est qu'ils ne permettent pas de porter un jugement sur le niveau absolu des prix. On verra sur l'exemple tout à l'heure comment cette faiblesse se matérialise. Et puis, la troisième catégorie d'indicateurs sont les indicateurs de volatilité. Je vous rappelle qu'on mesure la volatilité en calculant la variance des prix sur une période passée, plus ou moins longue. La volatilité, elle mesure la nervosité des marchés. Elle est également un indicateur de risque, du risque auquel on s'expose quand on agit, quand on traite sur le marché, à l'achat, à la vente ou même en n'achetant pas, qui est une façon particulière de prendre une décision. Dans ce qui suit, nous allons, comme vous allez le voir, associer un indicateur particulier à une stratégie particulière. Dans la réalité, bien sûr, généralement, on utilise un ensemble d'indicateurs pour exécuter au mieux une stratégie. Et toute la difficulté, si on mobilise plusieurs indicateurs, c'est de synthétiser l'ensemble des informations fournies par ces indicateurs afin de prendre les meilleures décisions. Nous allons maintenant considérer trois stratégies de couverture alternatives qui sont de fait des stratégies couramment mises en œuvre dans les entreprises. Alors, le choix de telle ou telle stratégie, une décision lourde, qui renvoie fondamentalement au degré en fait, d'aversion ou d'appétence au risque de l'entreprise. Sur le plan de la gouvernance, ce sont généralement les directions financières qui communiquent aux directions des achats la quantité de risques que celles-ci peuvent embarquer dans leur stratégie. La première stratégie est une stratégie assez simple dans son principe. On l'a qualifiée d'opportuniste. Il n'y a rien de péjoratif derrière le mot. Dans cette stratégie, l'acheteur, alors seul ou dans le cadre d'un comité énergie, cherche le ou les meilleurs moments pour fixer son prix. Le mot opportuniste, c'est l'idée d'un choix discrétionnaire, d'un moment qui semble favorable. Alors, pour simplifier, on considérera dans ce qui suit que l'acheteur qui adopte une stratégie opportuniste fixe le prix de son contrat en totalité en une fois. On pourra lever cette hypothèse plus tard, mais voilà, on va commencer par essayer de décrire des choses un peu simples. Nous allons associer à cette stratégie un indicateur d'analyse technique très connu qui s'appelle le RSI, en anglais Relative Strength Index, qui est un indicateur de momentum. La deuxième stratégie est une stratégie qui est un peu plus complexe et qui vise à essayer de coller le plus possible à la moyenne des prix de marché, des prix de marché à terme, par exemple au prix du calendrier de l'année à venir. Nous associons à cette stratégie un indicateur de volatilité qui s'appelle le tunnel de volatilité, qui est un indicateur simplifié issu d'un autre indicateur célèbre, que sont les bandes de Bollinger. Et la troisième stratégie, c'est une stratégie défensive qui vise à plafonner le prix d'achat de l'énergie et qui repose sur la mise en place d'un prix plafond, avec cette particularité que, comme on va le voir tout à l'heure, le plafond évolue avec les prix de marché. D'où l'expression stop loss, dynamic stop loss en anglais, stop loss dynamique en français. Alors, c'est la partie un peu technique de
de la présentation. On pourra vous donner des éléments par la suite pour voilà, être un peu plus précis, mais on va essayer quand même de décrire comment on construit ces indicateurs. Alors, le premier indicateur, le tunnel de volatilité, est un tunnel donc avec deux bornes, une borne inférieure, une borne supérieure. Ce tunnel, il est réévalué tous les mois en début de mois. Ce tunnel, il est centré sur la dernière cotation du mois précédent. Donc, le 1er juin, on centrera le tunnel sur la dernière cotation du mois de mai, qui est celle du 31 mai, si le 31 mai est un trading day. La borne haute du tunnel, elle est située 2 écarts types au-dessus du centre du tunnel, et la borne basse, symétriquement, est située 2 écarts types en dessous du centre du tunnel. L'écart type, si on veut aller au bout du raisonnement, il est calculé sur les 10 dernières cotations donc du mois qui précède le mois en cours. Le deuxième indicateur, le RSI, est un indicateur qui évolue entre 0 et 100 par construction. Pour obtenir cet indicateur, on calcule la moyenne des hausses et la moyenne des baisses sur les 14 dernières cotations. Et on applique la formule que vous voyez à l'écran. Donc, là, pour ceux qui ont fait un peu de maths, l'indicateur il marche de la manière suivante. Si la moyenne des hausses, MH, est très grande par rapport à la moyenne des baisses, MB, alors qu'on prend en valeur absolue, alors le membre précédé du signe moins, le moins 100 divisé par 1 plus MH divisé par MB, il tend vers 0. D'accord ? Et le RSI tend vers 100. Et à l'inverse, si la moyenne absolue des baisses est grande par rapport à la moyenne absolue la moyenne des hausses, le membre précédé du signe moins, il tend vers 100, et donc le RSI tend vers 0. Voilà, je suis désolé de rentrer dans ce niveau de détail, mais il faut parfois essayer d'être un peu précis. Voilà, le dernier indicateur, lui, il est plus simple dans sa construction, c'est une limite de prix qui est définie de la manière suivante. On fixe un prix de départ au-dessus du prix de marché du jour. L'écart entre le prix de départ et le prix de marché étant laissé à l'appréciation de l'acheteur, sachant que, on le comprend bien, plus l'écart initial est faible, plus le stop-loss risque d'être franchi rapidement. Alors, ce stop-loss, il est dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur du stop-loss, elle va évoluer dans le temps. Et elle va évoluer en fonction de l'évolution des prix de marché. Donc, si le prix de marché baisse, le stop-loss baisse. D'accord? À condition, c'est ce qui est un peu compliqué à comprendre, que l'écart entre le stop-loss et le prix de marché soit au moins égal à l'écart initial. Et à l'inverse, si le prix du marché augmente, le stop-loss, lui, ne bouge pas. Alors, on a presque fini, mais on n'est pas encore complètement sorti de l'auberge. Voilà, pour pouvoir se servir de ces indicateurs, il faut leur associer des règles de gestion. Et donc la règle de gestion, c'est quoi? C'est ce qui, pour un indicateur donné, associe une décision, acheter ou ne pas acheter, en fonction du comportement de l'indicateur. On va commencer par le tunnel de volatilité. La règle est au fond assez simple. Et elle est la suivante. Si le prix franchit la limite haute du tunnel, à la hausse, on couvre une certaine fraction du prix. En pratique, un sixième, si la stratégie de couverture est une stratégie sur 6 mois. De la même manière, si le prix franchit la limite basse du tunnel à la hausse, donc après être sorti du tunnel, on couvre un sixième si on est sur une stratégie à 6 mois. Et à la fin du mois, si le prix est demeuré à l'intérieur du tunnel, on couvre. Voilà, ça c'est la première règle. Et l'intérêt, on va le voir, l'intérêt de cette règle de gestion, c'est que si elle est appliquée sur une période de couverture suffisamment longue, en pratique au moins 6 mois, alors cette règle de gestion permet de couvrir
à la moyenne de marché sur la période considérée. On passe maintenant au deuxième indicateur, donc le RSI. Alors, le RSI, il y a des paramètres. Là, on travaille sur un RSI à 14 jours avec deux seuils, un seuil à 30 et un seuil à 70. La règle, elle est, au fond, son énoncé est assez simple. On va considérer que le marché est suracheté, c'est-à-dire que les prix sont chers, et donc appelé à baisser quand le RSI dépasse 70. Et à l'inverse, on va considérer que le marché est survendu, c'est-à-dire que les prix sont peu chers, et donc appelés à augmenter quand le RSI est inférieur à 30. C'est ce seuil que l'acheteur va attendre. Et la règle de gestion associée, elle consiste à fixer le prix en totalité quand le RSI passe en dessous de 30. Je voudrais juste faire deux remarques à ce stade. La première, c'est que le RSI, sur la période de couverture, peut parfaitement demeurer entre 30 et 70, sans jamais en fait atteindre ces bornes, auquel cas, finalement, l'acheteur ne reçoit aucun signal de couverture. Donc, c'est un indicateur qui est incomplet d'une certaine manière. Ensuite, on pourrait vouloir modifier la règle de gestion et ne fixer qu'une fraction du prix quand le RSI passe en dessous de 30. On va passer maintenant au dernier indicateur, le stop-loss dynamique. Là, la règle est simple. On couvre, alors en totalité, même remarque que précédemment, on pourrait ne couvrir que partiellement, mais ici, on couvre en totalité quand le prix de marché traverse à la hausse le stop-loss. On va maintenant regarder, au fond, ce que donnent ces stratégies. Alors, on a appliqué les trois stratégies que j'ai présentées à un contrat de fourniture d'énergie électrique dans lequel l'acheteur doit couvrir du calendrier France Baseload 2026 et on s'est placé sur une période de 4 mois, du 1er janvier 2025 au 30 avril. Qui est une période où, quand on voit la courbe, les prix ont baissé de manière assez régulière, mais on le voit, il y a eu une période de volatilité assez forte au cours de la première moitié du mois de février. Alors, l'application du tunnel de volatilité et de la règle de gestion associée conduit à réaliser en fait 4 opérations de fixation qui sont symbolisées par les points rouges que vous voyez là, à l'écran. Donc, l'une à la fin du mois de janvier, le prix étant demeuré au cours du mois de janvier à l'intérieur du tunnel, donc on couvre en fin de mois. La deuxième couverture, elle intervient assez tôt, le 7 février, quand le prix franchit la borne haute du tunnel. La troisième, fin mars, là aussi, pas beaucoup de volatilité, donc le prix est demeuré à l'intérieur du tunnel. Et puis, la dernière, alors le 30 avril, alors c'était la fin du mois, mais néanmoins le 30 avril, le prix était remonté à l'intérieur du tunnel, franchissant donc la limite basse, après en être sorti. Donc, quatre fixations. On va regarder maintenant le RSI. Donc, nous, encore une fois, on s'astreint à ne faire qu'une couverture. Donc, sur ce graphique, vous voyez deux courbes. Il y a deux courbes et deux échelles. La courbe en vert, donc, à laquelle est associée l'échelle de gauche, c'est le prix du calendrier France Baseload 2026. Et puis, la courbe en jaune, c'est le RSI, avec comme échelle associée l'échelle de droite. Alors, on n'a pas fait exprès, mais néanmoins, c'est notable. Ce que vous voyez, c'est qu'en toute logique, si on avait appliqué la règle de manière stricte, on aurait dû ne rien couvrir, puisque le seuil de 30 n'a pas été franchi. Néanmoins, on a considéré que le 5 mars 2025, le seuil s'était suffisamment approché du seuil bas, puisque le RSI valait ce jour-là 31,34 pour fixer. On a de fait fixé au prix de marché du jour, donc à 61,65 € par mégawattheure. Bon. Mais encore une fois, je me répète, il faut bien avoir à l'esprit qu'avec cet indicateur, et à la différence du
tunnel de volatilité, on peut en fait ne jamais fixer. Voilà. Alors, autre élément, mais le temps passe, faut que j'accélère un peu. On voit que on peut avoir un niveau de RSI élevé, hein, c'est le cas le 23 avril, alors qu'on est sur un trend baissier qui a commencé, si vous regardez la courbe, un mois avant. Hein, en fait, les prix baissent sur cette courbe depuis le 20 mars, et pourtant, le 23 avril, on a un RSI qui vaut assez cher. Le dernier exemple, c'est le stop loss. Donc, on avait dans le use case considéré un écart initial entre le prix de marché et le stop loss de 3,5 € par mégawattheure. Et on voit que le stop loss baisse au mois de janvier au fur et à mesure que le prix baisse. Et en fait, le 31 janvier, le prix du calendrier France Baseload 2026, il passe au-dessus du stop loss, et donc on couvre à 69,93, donc pratiquement à 70 € par mégawattheure. Alors, on voit qu'il aurait fallu fixer l'écart initial entre le stop loss et le prix de marché à un niveau beaucoup plus élevé pour réussir à franchir en fait le pic de prix du mois de février au cours de cette période. Alors, on a procédé à on a comparé en fait, maintenant numériquement finalement ce qu'ont donné ces trois stratégies. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la stratégie qui donne le meilleur résultat, c'est le RSI. On réussit à couvrir, alors il y a une erreur, on couvre à 61,65 le contrat. Ensuite, c'est le tunnel de volatilité. On couvre à 66,91 € par mégawattheure le contrat. Et la stratégie qui est la moins performante, c'est le stop loss dynamique, puisqu'on couvre à près de 70 € par mégawattheure. Alors, je me répète, mais on aurait des résultats différents si on avait accepté de couvrir en plusieurs fois dans le cadre de la stratégie dite opportuniste, ou dans le cadre de la stratégie défensive de stop loss. En conclusion, je ferai trois remarques. D'une certaine manière, et on ne l'a pas fait exprès honnêtement, les trois stratégies qu'on a présentées, qui sont des stratégies simples, mais qui sont au fond des stratégies réalistes, elles sont placées dans le bon ordre, au sens où la stratégie la plus risquée, qu'on appelle la stratégie opportuniste, est celle qui donne le meilleur résultat. Donc, on prend des risques, et on est, dans ce cas-là, récompensé pour les risques que l'on a pris. Inversement, la stratégie la moins risquée, qui est la stratégie défensive, associée au stop loss dynamique, est celle qui donne le moins bon résultat. Et la stratégie intermédiaire, qui est la stratégie de suivi du marché avec le tunnel de volatilité, elle donne un résultat qui est entre celui de la meilleure stratégie et celui de la stratégie la moins performante. Alors, le deuxième élément, la deuxième conclusion, c'est quoi? C'est que la performance, en fait, qu'on affiche sur cet exemple, elle est très liée à ce qu'a été le comportement des prix entre le 1er janvier et le 30 avril. Et on comprend bien que si, entre le 1er janvier et le 30 avril, les prix avaient monté, alors c'est la stratégie défensive avec le stop loss qui aurait été la plus performante. Et en toute rigueur, mais on sort là du cadre d'une présentation sur Teams, mais si on voulait comparer véritablement ces stratégies, il faudrait les comparer sur un grand nombre de scénarios, faire ce qu'on appelle des simulations de Monte-Carlo, et on pourrait ainsi calculer la performance moyenne sur cet ensemble de scénarios, et y compris calculer la variance des performances. Et ainsi, on pourrait effectivement comparer véritablement les trois stratégies. Enfin, dernier point, la performance des stratégies, elle dépend des règles de gestion associées. Et je me répète, mais c'est très important, on obtiendrait un résultat différent si on s'était donné un degré de liberté supplémentaire en s'autorisant à couvrir en plusieurs fois dans le cadre de la stratégie opportuniste et dans le cadre de la stratégie dite défensive. Voilà, écoutez, la présentation est terminée.
il est temps de passer aux questions. Alors, il faut juste que j'arrive à manier le blog. Alors, dans la stratégie stop-loss, comment sont fixées les bornes? Alors, les bornes, alors, très bonne question, elles sont à la main de l'acheteur, hein, ou du comité énergie. Donc, la borne, hein, c'est l'écart, en fait, hein, c'est un chiffre en euros par mégawattheure. Plus l'écart est élevé, plus on se donne du temps, d'accord? Si on a un écart qui est très faible, en fait, la moindre remontée des prix fait qu'on touche, en fait, le stop-loss. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus l'écart est important, plus effectivement on peut espérer réaliser une performance intéressante, mais plus on prend de risques. Donc, on est toujours, hein, dans ce compromis rentabilité, risque. Peut-on mixer les différentes stratégies? Alors, oui, c'est bien ce que font les gens en pratique. En pratique, on va. Alors, je ne sais pas si on peut mixer les différentes stratégies, mais en tout cas, on peut mixer les différents indicateurs. Et oui, on n'est jamais complètement dans une stratégie ou dans l'autre. La difficulté, c'est quoi? C'est que dans l'exemple qu'on a donné, il est simple, hein, et d'une certaine manière, il est simpliste, mais au fond, j'ai un indicateur qui, quand il m'envoie un message, est un message clair. Je couvre. D'accord? Alors, en sachant que, dans le cas du RSI, qui est un indicateur compliqué, je peux ne pas recevoir de message. Mais au fond, ne pas recevoir de message, c'est déjà recevoir un message. Quand je commence à mixer les stratégies, hein, donc à avoir des stratégies mixtes, ou des stratégies sur lesquelles j'implémente différents indicateurs, je peux me retrouver dans une situation où je ne sais plus très bien quoi faire. D'accord? Un indicateur me dit de couvrir, quand l'autre me dit de m'abstenir de couvrir. Et donc, on réintroduit quelque part voilà, il y a une dimension discrétionnaire, en fait, qu'on introduit. Et bon, c'est un débat qui est vieux comme le trading. Hein. Est-ce qu'on fait du trading discrétionnaire? Est-ce qu'on fait de la gestion de risque discrétionnaire? Ou est-ce qu'on s'en remet à des indicateurs un petit peu automatiques pour éviter, hein, de se laisser emporter par son optimisme ou son pessimisme? Voilà. Est-ce qu'il y a une question sur la durée de couverture? C'est une question importante. Il faudrait idéalement se donner du temps. Hein. Alors, pas trop de temps, mais certainement plus que les 4 mois de l'exemple d'aujourd'hui. Je pense qu'une stratégie de couverture idéale, il faut qu'elle soit développée, déployée, suivie, exécutée sur 12 mois. Et d'ailleurs, vous voyez, dans l'exemple qu'on a donné, hein, le tunnel de volatilité, en fait, il n'a pas le temps. Hein, les 4 mois ne sont pas suffisants pour qu'il converge, en fait, vers la moyenne de marché. Alors, il y a une autre question, pardon, qui porte sur. Alors, c'est un peu compliqué, je vais essayer de la traduire. Est-ce qu'on ne peut pas se donner du temps quand l'indicateur m'indique qu'il faut couvrir? Alors, on pense toujours au stop loss. Hein, je retourne en arrière. Dans ma présentation, si j'y arrive. Voilà, effectivement, on voit bien, il y a un regret, hein, le 31 janvier. Alors, le 31 janvier, pas forcément, parce qu'on ne sait pas jusqu'où les prix vont monter. Mais en tout cas, voilà, quand on est le 15 mars, on se dit qu'après le coup de téléphone de Trump à Poutine, je crois que c'est dans cet ordre, hein, je crois que c'est Trump qui a appelé Poutine, voilà, on se dit c'est dommage, on a un regret. Et donc, on voudrait se donner du temps pour voir si effectivement, ce qui fait qu'on franchit un seuil, c'est pas un mouvement, une sorte de dirac, un mouvement un petit peu comme ça, excessif. Donc oui, on peut le faire. Oui, on peut le faire. En même temps, comment dirais-je? Voilà. À un moment, il faut savoir si on veut avoir une stratégie ou si on veut en sortir à tout prix quand tout d'un coup, on trouve qu'elle
nous conduit à prendre des décisions un peu compliquées. Donc oui, on peut faire ça. Moi, à la limite, je préférerais, si vous voulez, qu'on segmente, c'est-à-dire que dans le cadre du stop-loss ou du RSI, on se donne la possibilité de faire plusieurs couvertures, d'accord, ou comme le mentionnait dans le chat un des participants, qu'on applique en fait, qu'on conjugue les stratégies en les appliquant à une fraction des volumes seulement. Voilà, malheureusement, il est 16h30. Il faut que j'arrête la présentation. Bon, c'est peut-être un exercice compliqué pour moi. J'espère que l'exercice n'a pas été trop compliqué pour vous. On est bien sûr disponible pour aller plus loin. Voilà, on pourrait même vous envoyer un Excel pour calculer ces trois indicateurs. N'hésitez pas à vous manifester. On est à votre service. Bon après-midi à tous.